Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de l'utilité des complexes, en maths d'une part et en sciences de façon générale. C'est un sujet immense bien sûr parce que les utilisations des complexes, elles sont innombrables et il y en a sans doute tout un tas dont je ne suis moi-même pas conscient, mais il y a quand même trois grands axes qu'on peut tout de suite identifier et qui sont la géométrie, les polynômes et les ondes. Commençons par la géométrie. Les complexes y permettent de parler de distance via la notion de module. On ne l'a pas évoqué, mais en fait dans le plan complexe, la distance entre n'importe quel complexe Z1 et Z2, c'est un module, c'est le module de leur différence. Ils permettent de parler d'angle via la notion d'argument, bien sûr. Ils permettent aussi de décrire tout un tas de transformations géométriques simples. Les translations via l'addition par un nombre complexe. Les homothéties, c'est la multiplication par un réel. Les rotations via la multiplication par exponentielle de iθ. Les symétries centrales aussi, puisqu'on sait que l'application qui est z associe moins z fait une symétrie centrale par rapport à l'origine. Les symétries axiales également, puisque la conjugaison opère une symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses. Et en fait, en combinant toutes ces transformations, on s'aperçoit qu'on peut parler d'énormément de transformations géométriques. En fait, en étudiant la question, on s'aperçoit que les complexes permettent de décrire toutes les notions usuelles de géométrie plane. Le parallélisme, l'orthogonalité, les médiatrices, les barycentres, etc., etc. Ce qui fait que quand on a un problème de géométrie plane, une façon de l'aborder, c'est tout d'abord de le reformuler pour en faire un problème dans les complexes, puis ensuite de le résoudre en faisant un calcul dans les complexes. Il y a un exemple assez célèbre et simple que je peux vous donner, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'angle au centre. Le théorème de l'angle au centre en géométrie plane, c'est un théorème qui dit que si jamais vous prenez 3 points sur un cercle, n'importe où, eh bien cet angle-là, c'est le double de cet angle-là. On ne va pas le faire dans cette vidéo, mais ce théorème peut être totalement démontré via un calcul dans les complexes. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes à Bac+1, peut-être que vous le verrez en exercice. Le second grand axe, c'est les polynômes. En mathématiques, vous verrez qu'il y a énormément de sujets qui, de près ou de loin, sont liés aux polynômes, surtout en algèbre. Or, on a commencé à voir que pour les polynômes de degré 2, dans les complexes, un polynôme il admettait toujours une forme factorisée, alors que dans R, on sait bien que ça n'est pas toujours le cas. Et en fait, ce principe, il se généralise aux polynômes de degré n quelconque. Dans les complexes, un polynôme de degré n, il admet toujours une forme factorisée de ce type-là, alors que dans R, pas du tout. Il s'ensuit que, paradoxalement, l'algèbre dans C est beaucoup plus simple que l'algèbre dans R. Et par conséquent, il y a une situation qui arrive en fait assez fréquemment en mathématiques, qui est que on a un problème dans R, ce problème il est difficile, et ce qu'on fait c'est qu'on commence par regarder le problème dans C, qui du coup est beaucoup plus facile. Dans C, on le résout, et une fois qu'on l'a résolu, si jamais on le souhaite, on revient dans R. Cette structure de raisonnement, vous allez par exemple la retrouver dans l'étude des équations différentielles, ça à Bac+1 vous allez le voir, ou encore pour ceux qui connaissent les matrices, dans le calcul des puissances d'une matrice. Si jamais on veut faire une étude systématique de cette question, alors ça se passe beaucoup mieux en se plaçant dans l'ensemble des matrices à coefficients complexes avant l'ensemble des matrices à coefficients réels. Bon, ça c'est plutôt à Bac+2 et Bac+3. Le troisième axe, c'est tout ce qui concerne les ondes et les oscillations. Ici, le point clé, c'est l'exponentielle complexe et le fait qu'elle permet de réinterpréter les fonctions cosinus et sinus. Pour bien comprendre, prenons une variable t, qu'on imagine représenter le temps, et regardons cette quantité complexe exponentielle de it. Comme on l'a vu, quand on fait varier t, ce nombre complexe, il tourne. Il tourne à une vitesse constante. Et d'ailleurs, cette vitesse, quand on y réfléchit, elle vaut exactement 1, puisque sur un intervalle de temps de 2π, elle fait un tour complet, donc elle parcourt la longueur du cercle trigonométrique qui vaut justement 2π. Donc ce point se déplace à une vitesse de 1 mètre par seconde, on pourrait dire, même si en fait c'est ni des mètres ni des secondes, donc plutôt une unité de longueur par unité de temps, c'est ça que j'entends par vitesse 1. Si maintenant ce point, on observe son abscisse, sur cette animation c'est le point en rouge, on obtient un point qui sur son axe oscille entre -1 et 1. Le mouvement de ce point, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la fonction cosinus, bien sûr, puisque par définition, cosinus de t, c'est la partie réelle d'exponentielle de it. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est la fonction cosinus. De la même manière, le mouvement de l'ordonnée de exponentielle de it, c'est-à-dire du point bleu sur l'animation, qui lui aussi oscille entre -1 et 1 sur son axe des ordonnées, c'est la fonction sinus, puisque sinus de t, c'est la partie imaginaire d'exponentielle de it. On comprend alors que, depuis le début, les fonctions cosinus et sinus n'étaient que les ombres projetées l'une sur l'axe des abscisses, l'autre sur l'axe des ordonnées, d'un seul et même objet, l'exponentielle complexe, qui est un objet qui décrit un des mouvements les plus simples de l'univers, à savoir un point qui tourne autour du cercle à vitesse 1.
Alors je dis à vitesse 1, mais en fait c'est plutôt à la vitesse qu'on veut, puisque si on regarde non pas exponentielle de it, mais exponentielle de 2it, le point tourne 2 fois plus vite, à vitesse 2. Et pour exponentielle de 1,5 de it, il tourne à vitesse 1,5. Et de façon générale, exponentielle de i oméga t, où oméga est une constante, il tourne à vitesse oméga. Les physiciens l'appellent alors oméga la vitesse angulaire ou encore la pulsation. En tout cas, vous verrez qu'en maths, l'exponentielle complexe apporte une grande simplification de la trigonométrie et qu'en physique, elle simplifie tous les phénomènes ondulatoires. À Bac+1, vous le verrez notamment en électronique, quand vous étudierez ce qu'on appelle les régimes sinusoïdaux forcés, c'est-à-dire le courant alternatif pour parler vite. Et à Bac+2, vous le verrez par exemple dans la modélisation de la lumière, la modélisation qui permet de comprendre les interférences, en optique donc, et de façon générale pour toutes les ondes électromagnétiques.